Bienvenue au jeu quiz PharmD. Moi, c'est Gabrielle. Et moi, c'est Anthony. Et nous faisons partie du comité des étudiants et étudiantes engagés face à la pratique de la pharmacie de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on voulait vous donner une idée de ce qu'un étudiant en pharmacie apprend pendant ses études. On a donc décidé de tester les étudiants de la faculté sur les notions qui sont acquises pendant les 2 premières années du programme. On commence avec la première année. Allô les filles, on est avec Florence et Clara. Bonjour, je m'appelle Lisa. Lara et Jeanne. Bonjour, moi c'est Olivier. Moi c'est Loïc. Moi c'est Léamie. Merci d'être là. Dans les cours de soins pharmaceutiques, on apprend tout ce qui tourne autour des maladies, des traitements et de la prise en charge des patients, c'est-à-dire la physiopathologie, l'évaluation de l'état physique, la pharmacologie des médicaments et plus encore. Pour la première question, nous voulons savoir, lors d'un conseil pour une conjonctivite allergique, nommez 3 signaux d'alarme qu'il faut évaluer chez le patient. Premièrement, la douleur aux yeux, donc la douleur oculaire. Il y a la photophobie, donc quand on a peur d'avoir mal aux yeux. Quand on a mal aux yeux. Un autre signe d'alarme, c'est la photophobie, donc si on est vraiment sensible à la lumière. Puis sensation de corps étranger aussi. Le patient a l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil. Puis on a la vision altérée. Oui, la vision brouillée. Exactement, oui. On peut parler aussi d'une atteinte de la cornée. Prochaine question. On veut savoir quelle est la différence entre la diphénhydramine et la cétirizine, qui sont 2 médicaments couramment utilisés pour les allergies. C'est quoi les 2 médicaments? On va-tu pouvoir enlever ça? En fait, la différence entre les deux, c'est que la diphénhydramine, il a été inventé en premier. La première classe qui va plus passer la barrière hémato-encéphalique, donc Il va avoir tendance à causer un petit peu plus de somnolence en général. La cétirizine, c'est un antihistaminique de 2e génération. Qu'eux, il y avait un moins grand effet sur le cerveau, donc moins, en fait, de somnolence associée. Fait qu'on va y aller avec ça pour des traitements plus long terme. Oui, exact. Fait que, mettons, pour une rhinite allergique, vous conseillerez lequel? De réactine, qui est la cétirizine. Il y en a d'autres aussi, la loratadine, puis qui est le claritin. Pour la prochaine question, nommez 2 mesures pharmacologiques et 2 mesures non pharmacologiques appropriées pour le traitement de la rhinite allergique, qu'on peut aussi appeler le rhume des foins. Non pharmacologique, on pourrait utiliser un sinus rinse pour nettoyer son nez. Après être allé dehors, d'aller laver ses vêtements et ses cheveux parce que des fois le pollen, pour les personnes qui sont allergiques au pollen, ça peut s'accrocher puis causer des symptômes. Mais si c'est par exemple une allergie aux animaux, on peut empêcher l'accès à la chambre aux chiens ou aux chats qui causent des animaux pour diminuer l'exposition aussi. Puis pour les pharmacologiques, on pourrait utiliser un traitement topique. Donc, un corticostéroïde intranasal en vaporisateur. Oui, que le pharmacien peut prescrire. On peut utiliser un médicament qui s'appelle le réactine, qui est un antihistaminique de type 1. En fait, il va avoir un effet à peu près en 1 à 2 semaines. Puis aussi, il y a des options là, qui sont plus derrière le comptoir. Là. Donc, on peut demander au pharmacien pour du Flonase, là, qui est en fait en annexe 2. Là. Donc, le pharmacien pourrait prescrire du Flonase. Sinon, on peut y aller avec, par exemple, de la cétirizine. On peut prendre un comprimé de 10 mg 1 fois par jour. C'était donc des bons éléments qui ont été nommés. Ouais. Dans les cours ADMER, on apprend tout ce qui a trait au devenir du médicament dans l'organisme, c'est-à-dire les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Donc, pour la première question, qu'est-ce que signifie l'ADMER, donc l'acronyme? Ça, je sais, j'ai regardé hier. Le L, c'est pour libération. A, c'est pour absorption. D, c'est distribution. OK, ouais. Le M, c'est pour le métabolisme. Donc, notre médicament va être métabolisé par le foie. Le E, c'est pour élimination. Puis R, je sais pas, il n'était pas écrit dans le bas. Élimination... non. J'ai aucune idée. L'effet du médicament. Et le R, C'est pour réponse. Plus de réponses ou réactions, fait que c'est l'effet que le médicament va avoir. Mais sinon, ouais, c'était toutes des bonnes réponses. Pour la prochaine question, on a un support visuel pour toi. Pour notre support visuel, ici, nous avons un Concerta. Le Concerta est disponible en comprimé à libération prolongée. On aimerait savoir quel est le nom du système de pompe osmotique qui permet la libération prolongée du médicament. le système de pompe osmotique. On veut comme le nom de la technologie, genre. Le nom? Le nom du système. Le type de C'est assez précis.
Ça commence par un O, si ça vous sert. Osmotique. C'est quoi la deuxième lettre? Je me rappelle pas. Moi non plus. Je me rappelle de pompe osmotique. Je m'en rappelle plus. C'est le système de libération Horos, selon moi. Ouais. Oui! Donc, Horos, c'est la réponse qu'on cherchait. C'est vraiment le nom de la technologie précise des comprimés de Concerta. Dans les cours de communication, on apprend entre autres comment structurer une consultation en pharmacie à l'aide de différents outils de communication. Donc, pour la première question, on veut savoir, lors d'un conseil pour un médicament en vente libre, quelles sont les 7 dimensions des symptômes qu'il faut évaluer? Tu veux y aller, Léa? Oui, bien, premièrement, il y a la chronologie. Ensuite, il y a tout l'aspect de localisation, donc où est-ce que le problème est localisé. Est-ce qu'il y a des symptômes associés aussi au symptôme principal? La localisation, la qualité, la quantité, Comme chronologie d'apparition. circonstances d'apparition. Circonstances d'apparition. Les signes qui... Bien, pas les signes, mais en fait, l'aggravation et l'atténuation des symptômes, là, qu'est-ce qui aggrave et atténue. Il y a les signaux d'alarme, dans le fond, quand aller consulter. Oui, super bonne réponse. Prochaine question. Lors d'un conseil pour la remise d'un nouveau médicament, on veut savoir c'est quoi les 3 questions ouvertes qu'il faut poser aux patients. On aurait, qu'est-ce que le médecin vous a dit par rapport à ce médicament-là? Donc, pour quelle raison il vous le prescrit? Ouais. La deuxième question, ça va être comment le médecin vous a dit de prendre le médicament pour savoir la base un peu, comment le médecin lui a expliqué pour que nous, on puisse compléter avec les bonnes informations. Dans le fond, la troisième question qu'on va poser aux patients, c'est qu'est-ce qu'il sait à propos des effets secondaires du médicament? Parce que en tant que pharmacien, on doit, quand on remet un médicament au patient, lui indiquer les effets secondaires du médicament qu'on lui remet. En effet, ce sont des bonnes réponses et donc on cherche toujours à avoir des questions ouvertes à poser à nos patients pour être sûr d'avoir toute l'information de leur part. Dans les cours de laboratoire, nous sommes divisés en équipes de 4 ou 5 étudiants et on met en pratique les connaissances que l'on apprend dans les autres cours en faisant des simulations de cas cliniques. Pour commencer, on a besoin d'une calculatrice qu'on a juste ici. Non. Eh oui! Pour la première question, on cherche à savoir quelle dose d'acétaminophène pour un enfant de 6 ans pesant 46 livres devrait-on donner en utilisant une suspension de 160 mg par 5 ml. Donc, ça serait 9,8 millilitres. 9,8 millilitres qu'on donnerait à l'enfant à chaque 4 à 6 heures. Donc, la réponse est 9,8 millilitres à donner aux 4 à 6 heures là, au besoin. Donc, dans le fond, ça donne 6,5 millilitres. 6,5 ml est une bonne réponse. Dans ce cas-ci, on a utilisé la posologie un peu plus faible, donc de 10 mg par kilogramme par dose, ce qui est aussi une bonne réponse. On aurait pu aller un peu plus élevé aussi à 9,8 ml. Prochaine question. On veut savoir quelles sont les cibles de glycémie à jeun et après un repas, donc postprandial, pour la majorité des adultes diabétiques. À ce que je me rappelle, à jeun, on recherche des valeurs en fait entre 4 et 7 micromoles par litre. Pour les cibles à jeun, ça va être entre 4 et 7 millimoles. Ben, À jeun, c'est 4 à 7. à 7. Je pense à jeun, c'est entre 4 et 7 Exact. millimoles par... C'est quoi les millilitres? Millimoles par litre. Je pense qu'après un repas, 2 heures après un repas, ça serait en bas de 10. Non, c'est en bas de 7. Ça serait bloopers. Puis après le repas, on cherche plus des valeurs entre 5 et 10 micromoles par litre. Millimoles. Millimoles. Après manger, dans le fond, ça va être entre 5 et 10. Postprandial, 5 à 10. C'est plus haut. Je pense que c'est 5, genre... 5 à 10. Moi, je pense genre après. 5 à 10? Donc, bravo, on est arrivé aux bonnes réponses. Les unités sont en millimoles par litre. Pour la prochaine question, on veut savoir quelle est la différence entre l'acétaminophène et l'ibuprofène, 2 médicaments qui sont couramment utilisés contre la douleur. Je peux commencer? Vas-y. Donc, l'acétaminophène, c'est ce qu'on connaît souvent sous le nom de Tylenol.
Alors que l'ibuprofène, c'est l'Advil qu'on connaît souvent quand on va en pharmacie. Premièrement, l'acétaminophène, c'est un antipyrétique, donc c'est pour diminuer la fièvre. C'est aussi un antidouleur. L'ibuprofène, lui, en plus, il est anti-inflammatoire. Ouais. Donc, on appellerait ça un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ouais. Donc, effectivement, c'est tous des bonnes réponses. Ces deux médicaments utilisés contre la douleur, c'est juste qu'ils ont deux mécanismes d'action différents. La dernière question est une question fréquente en pharmacie communautaire. On voudrait savoir quelle est la différence entre un médicament générique et un médicament original. Très bonne question. Alors, le médicament innovateur, c'est celui qui a été lancé en premier sur le marché. Les médicaments génériques vont entrer sur le marché par après, une fois que le brevet va être terminé. Le médicament générique va se comparer plutôt aux médicaments innovateurs. C'est ça, fait qu'ils vont avoir le même ingrédient actif, mais tous les ingrédients autour, eux, vont être différents, donc les excipients. Donc, si un patient vous demande pourquoi il n'y a pas la même couleur, on peut dire que c'est à cause des ingrédients. C'est ça se peut qu'il ait changé de colorant Ouais. pour des raisons de marketing, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la compagnie qui a fait l'original, c'est elle qui a le contrôle, le monopole. Donc, voilà pourquoi les originaux sont un petit peu plus chers, alors que les médicaments génériques sont souvent moins chers à cause de ça. Nous sommes rendus avec les questions de deuxième année. Donc, allô, pouvez-vous vous nommer? Moi, c'est Maxime Olivier. Moi, c'est Thierry. Moi, c'est Rosalie. Moi, c'est Miane. Merci d'être là. Êtes-vous prêts qu'on vous pose des questions? Nous commençons avec une question sur le cours de gastro. C'est une question d'association, donc on peut voir déjà ici les choix de réponse. Alors, chaque laxatif a son délai d'action. Nous avons sénoside, suppositoire de glycérine, polyéthylène glycol et nous avons aussi des différents délais d'action qu'on veut associer. Le premier est 15 à 60 minutes, 1 à 3 jours et 6 à 12 heures. On est déjà prêt pour une réponse. Ouais. Les suppositoires de glycérine, c'est de 15 à 60 minutes. Sénocide, 6 à 12, vu que c'est des stimulants. Puis le laxadé, 1 à 3 jours. Oui. C'est peut-être la seule chose qu'on aurait mis. Donc, prochaine question, toujours en cours de gastro-entérologie. On veut savoir, la mésalamine, qu'on appelle aussi 5-ASA, est-elle indiquée pour la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse? c'est les suppositoires. C'est les colites, c'est la colite. On va dire colite ulcéreuse. Réponse finale? Oui. Réponse finale, oui. C'est une bonne réponse. La prochaine question porte sur le cours d'infectiologie 1. Alors, quelle classe d'antibiotiques interagissent avec les minéraux, exemple calcium, en les chélatants? Il y a deux réponses. Tétracycline. OK, donc tétracycline, quinolone. Ce sont les deux bonnes réponses qu'on cherchait. Bravo, guys! Prochaine question. Selon la loi 31, au Québec, quelles sont les conditions légales pour qu'un pharmacien ou une pharmacienne puisse prescrire un traitement pour une infection urinaire non compliquée chez la femme? Moins de 2 dans 6 mois. Non, c'est moins de 2 en 6 mois. Moins de 3 en 1 an. Oui, Moins sûr. de 2 à 6 mois. Puis il ne faut pas qu'il y en ait eu dans les 30 derniers jours. Votre réponse finale? Bon, on va y aller avec ça, je pense. Donc, on doit avoir eu une ordonnance puis un diagnostic dans les 5 dernières années par un médecin ou une IPS. On doit avoir eu moins de 3 infections urinaires dans la dernière année puis moins de 2 infections urinaires dans les 6 derniers mois. Donc, c'est une bonne réponse. C'est effectivement les conditions qu'on cherchait pour pouvoir prescrire. La prochaine question porte sur le cours d'infectiologie 2. Quels sont ce qu'on appelle des MNP, donc des mesures non pharmacologiques, en diarrhée du voyageur? Boil it, peel it, cook it, Mais- forget it. Ouais, mais boil it, peel it, cook it, forget it, OK. Il y a aussi réhydratation nécessaire. Puis antibiotiques seulement si... Mais c'est c'est ouais, mesures c'est non pharmacologique. pharmacologiques. OK, Non, mais- fait que d'abord, il y a boil it, peel it, cook it or forget it. Yes. Sinon, il y a le lavage des mains, très important. Aussi de se réhydrater avec des électrolytes régulièrement. Puis un autre point important, c'est d'utiliser de l'eau distillée ou de l'eau en bouteille quand on veut boire de l'eau. Aussi quand on se brosse les dents. Ce sont donc toutes des bonnes réponses. On retrouvait aussi d'éviter des aliments riches en gras et de sucre simple, qui est une autre idée de mesure non pharmacologique. Prochaine question. On passe au cours de soins endocrinologie. Donc, on veut savoir, à part le diabète de type 2,
Nommez une autre indication des hypoglycémiants de type inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2, ce qu'on appelle aussi SGLT2. Insuffisance cardiaque. Oui, insuffisance cardiaque. C'est ça. 100%. Consensus. Est-ce que tu veux être plus précis ou insuffisance cardiaque, ça dérange rien? OK. Insuffisance cardiaque est une bonne réponse. Pour le cours d'hématologie et de néphrologie, nous commençons donc avec une question. Vrai ou faux? Les comprimés entériques de fer sont mieux absorbés que les comprimés réguliers de fer oral. On peut se consulter. Oui, oui, oui. Je pense Entérique. que c'est faux. Mais il me semble que les entériques, c'était pour que ça soit mieux toléré. C'est ça. Fait que Genre, moi, j'aurais c'est moins tendance à bien dire c'est moins absorbé parce que c'est dans l'intestin. Ouais, mais c'est parce que quand on pense les sels, fait que le fumarate, c'est 33 là, tu as le sulfate, c'est genre 20 Là, Ça nous fait arriver. Affirmatif. Fait que j'aurais tendance à dire. OK. On a un consensus. Ouais. On dit que c'est faux. Donc, c'est en effet la bonne réponse, c'était faux. Comme il a été mentionné, les comprimés entériques sont mieux tolérés, mais moins bien absorbés. Prochaine question. Parmi ces médicaments, lesquels nécessitent un ajustement en insuffisance rénale chronique? Donc, on a la metformine, l'amlodipine, ciprofloxacine, synthroïde et amoxicilline clavulanate. OK. Fait que amoxiclav, for sure. Oui. Cipro, Cipro, metformine. Metformine, oui. L'autre Puis fois. l'autre, c'est quoi les deux? C'était les autres? Amlodipine. Non, synthroïde. Synthroïde, non. Non. Je pense que c'est ça. Consensus. Consensus. Donc, vous avez dit metformine, cipro, clavulin. C'est une bonne réponse. Pour les questions sur le cours de laboratoire, alors, quel produit de santé naturelle, aussi dit PSN, a certaines preuves d'efficacité en prévention d'infections urinaires récurrentes? Consensus. Canberge. C'est une bonne réponse. Prochaine question, toujours pour les cours de laboratoire. On veut savoir, de quelle manière est-ce que le jus de pamplemousse interagit-il avec plusieurs médicaments? Irréversible. Donc, est-ce que tu veux l'expliquer? Vas-y, Mo. Vas-y. OK. OK. Le jus de pamplemousse inhibe un des cytochromes, en fait, qui va métaboliser les médicaments. Puis c'est un cytochrome qui métabolise beaucoup de médicaments, en fait. Là. Donc, habituellement, c'est quand on prend plus qu'1 litre de jus de pamplemousse par jour. Puis c'est une inhibition irréversible, donc l'effet dure à peu près 3 jours après la fin de la prise de pamplemousse. Puis c'est quoi le nom du cytochrome, vous l'avez dit? De 3 à 4. Oui! Donc, c'est une bonne réponse. Donc, pour la dernière question, nous aimerions savoir quel est l'IPP, ce qu'on appelle un inhibiteur des pompes à protons, le plus sécuritaire et recommandé en grossesse. Donc, il s'agit de l'oméprazole. C'est une bonne réponse. Nice. Good job, good job, good job. Emma va peut-être pas me détester. Bien, merci beaucoup d'avoir participé. Vous avez été super bons. Les pharmaciens de demain, on va être en bonne main en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Félicitations à tous nos participants et participantes. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a donné une meilleure idée du quotidien d'un étudiant en pharmacie. Pour plus d'informations sur le programme ou sur le processus d'admission, vous pouvez visiter le site de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal à cette adresse. À la prochaine!